Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette autre édition du Point Diaf TV. En direct avec Douala, où se trouve notre invité. Encore une invitée qui n'est pas des moindres. Maître Alice Com. Oui, celle qui est la première dame d'expression française à être avocate au barreau du Cameroun. Celle qui s'est engagée au début de sa carrière à défendre les victimes contre les brutalités et les violences policières. Oui, depuis Douala, Maître Alice Com est notre invité cet après-midi. Maître Alice Com, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous là-bas. J'espère que je n'ai pas galvaudé vos différentes missions. Vous avez bien été la première dame avocate au barreau du Cameroun, dans le Cameroun francophone, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Tiens, éteins-le. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, maître, nous nous retrouverons ce soir pour revenir sur des manifestations que le Cameroun a connues il y a quelques jours, notamment le 22 septembre dernier. Maître, aujourd'hui, des dernières nouvelles qui sont tombées dans notre rédaction, nombre des dirigeants du MRC sont aujourd'hui détenus. Avez-vous des nouvelles? Moïse Kamto, Bibou Nissa, le professeur Fogué, des nouvelles qui nous sont parvenues, disais-je donc, ils sont tous détenus quelque part. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Pas du tout, parce que j'ai suivi les avocats qui devraient être des personnes autorisées par la loi à accéder à toute personne qui est en détention. On se sont vus fermer la porte au nez. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas de possibilité de permettre à l'avocat de se rapprocher de son client, quel que soit le lieu où il se trouve, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter. D'accord. Alors, maître, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais quand même avoir l'avis de la juriste que vous êtes sur ces manifestations qui ont fait enfler une polémique sur le caractère insurrectionnel de celle-ci. Est-ce que pour nos web téléspectateurs et téléspectatrices, vous pourriez nous dire exactement, vous qui les avez défendus, pourquoi ces manifestations n'ont pas de caractère insurrectionnel? C'est quoi l'insurrection? Eh bien, avant de parler d'insurrection, insurrection qui est une infraction qui se trouve dans le code pénal, il faut que je vous rappelle un petit peu que notre Constitution, en son article 45, prévoit 3 types de lois qui portent des noms différents. La première, c'est la loi, celle qui est votée par nos députés, par le Parlement, qui est présidé par M. Kavaye. La deuxième loi, c'est une loi qui a été votée par le Parlement, toujours, mais qui porte le nom de Constitution. Et maintenant, vous avez la troisième loi qui s'appelle le traité des principes du droit international, selon des traités qu'on a ou des conventions que le Cameroun a signées et ratifiées, comme le prévoit la Constitution en son article 43, que le président de la République ratifie, c'est lui-même. Ensuite, l'article 45 se poursuit par ceci, que ces 3 lois obéissent au principe de la hiérarchie des normes. Quand on dit normes, ça veut dire la hiérarchie des lois. Les lois sont étagées. En bas, il y a la loi du Parlement avec M. Kavaye, mais au milieu, vous avez la Constitution et plus haut, 3e étage, vous avez la loi internationale. Et le même article qui établit cette hiérarchie des normes, premier principe, établit également le principe de la primauté de la loi internationale sur les 2 autres lois. Ça veut dire que les 2 autres lois doivent se faire voter en conformité avec les principes généraux qui sont contenus dans les traités internationaux.
c'est un principe qui est tellement important qu'il est repris dans la loi de M. Kavayegue qui porte code pénal, la loi qui a instauré le code pénal. Et il est repris à l'article 2 et qui dit, je pense que c'est bien que je vous lise ça. S'il vous plaît, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais vraiment qu'on se rapproche de la loi elle-même, où il est dit à l'article 2 que les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code, c'est-à-dire la loi portant le code pénal. Et on dit bien s'impose, ainsi qu'à toute disposition pénale. Ça veut dire que vous ne pouvez parler d'insurrection et l'établir en droit que si le mot insurrection ne correspond pas à vous priver du bénéfice des principes qui sont contenus dans la loi supérieure qu'on appelle la loi internationale. Donc, lorsqu'on nous parle d'insurrection, lorsqu'on nous parle de « ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas fait ceci », il faut se poser la question de savoir quelle loi, parce que tous ces trois-là, c'est des lois. Il semble qu'on parle de la loi inférieure, celle qui est tenue de respecter les conventions, les traités, enfin le droit international. Ce droit international, chez nous, en ce qui concerne les libertés, est essentiellement tourné vers la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y en a d'autres. Il y a le pacte civil et politique, enfin, il y en a beaucoup de lois internationales. Que les dispositions de la loi de M. Kavayegue, qui donne des pouvoirs exorbitants à M. le sous-préfet, dont on fait le patron du président de la République, n'a plus de pouvoir que le président de la République. C'est cette loi qu'on dit que les manifestations ont violé. Vous voyez très bien que s'il y a quelqu'un qui a violé la loi là-dedans, c'est plutôt l'État. L'État doit respecter les lois que lui-même met en place. C'est ça qu'on appelle un État de droit. Et lorsque vous allez plus loin, vous allez retrouver que dans le code de procédure pénale, il y a un article qui prévoit les cas qui vous permettent de saisir la Cour suprême, les moyens qui vous permettent de saisir la Cour suprême et d'obtenir la cassation des jugements qu'un tribunal peut rendre en violation de ces principes. Je vais également vous le lire parce que c'est très important. Alors, quand on vous dit que les manifestations constituent une infraction, il faut répondre que cette infraction dont on parle doit elle-même se débrouiller pour être en conformité avec les traités, avec la Constitution qui lui sont supérieurs. Donc, avant toute chose, il faut se poser la question de savoir quelle est la loi applicable. Le Code de procédure pénale, qui va être utilisé pour monter les dossiers des personnes qu'on a arrêtées arbitrairement, devra se soumettre aux règles qui sont prévues par la loi portant Code de procédure pénale. Sinon, les jugements ou les arrêts qui seront rendus sur ces bases-là et en violation de ces principes dont je vous parle seront sanctionnés par la Cour suprême, qui est l'institution qui impose aux juridictions inférieures la façon d'interpréter et d'appliquer la loi. Alors, nous avons ici les cassations, c'est lorsque vous pouvez invoquer et prouver qu'il y a violation de la loi. Si on porte plainte pour des gens et qu'on fait un procès pour insurrection, il faudra leur répondre que cette infraction se trouve dans le code pénal
et viole la loi portant le code pénal en son article 2. Merci. Et leur dire également que ces procédures, quand elles ont arrivé à la Cour suprême, feront l'objet de cassation. Et cassation par les chambres réunies ou les sections réunies de la Cour suprême, qui statuent en dernier ressort et qui va les casser. Et lorsque la Cour suprême, où tout ça se termine, lorsque la Cour suprême casse ce genre d'arrêt à travers un arrêt de principe, cet arrêt de principe devient obligatoire dans son application par les juridictions inférieures, notamment la Cour d'appel. Parce que, quel que soit Alpha, la Cour suprême cassera. Et si vous revenez pour une autre fois, la Cour suprême doit pouvoir casser si vous n'avez pas respecté sa jurisprudence. Elle cassera également pour violation d'un principe général du droit, c'est-à-dire ce que prévoit l'article 45, le principe de la hiérarchie des normes, il faut la respecter, ça s'impose, et le principe de la primauté à donner pour motiver votre décision à la loi internationale. Mais, merci. Et nous avons des arrêts de la Cour suprême qui rappellent que le juge ne doit pas appliquer une loi inférieure qui viole les dispositions contenues dans les textes supérieurs que sont la Constitution, c'est-à-dire le principe de la primauté de la loi internationale, le principe de la hiérarchie des normes, comme le principe de la présomption d'innocence. Tous ces grands principes généraux-là, il faut les respecter avant de parler d'arrestation, de procès ou de condamnation pour quelque infraction que ce soit. Même si vous lui donnez le nom très pompeux d'insurrection, la loi pénale, la loi internationale constitutionnelle s'impose. On n'a pas dit qu'ils ont le choix, ça s'impose dans l'interprétation. Alors vous comprenez pourquoi les lois de monsieur le sous-préfet, qui va vous dire j'ai la loi de 1990 qui me donne l'autorisation de refuser une démarche, eh bien cette loi ne peut pas être applicable parce qu'elle fait de monsieur le sous-préfet quelqu'un qui est supérieur au président de la République. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de pouvoir que le président de la République, qui est celui qui a ratifié justement cette loi internationale. C'est pour ça que c'est la loi qui est supérieure, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, il faut savoir quelle loi est applicable, et je vous dis qu'en l'espèce, on ne peut pas, un juge sérieux ne peut pas, s'il veut rester vraiment dans le strict chemin qui est tracé par la Cour suprême, il ne peut pas condamner pour insurrection parce qu'auparavant, on lui aura opposé l'article 2 du même code pénal. Même si on considère les slogans du genre « Paul Biya doit partir », vous dites que cela ne constitue pas un élément qui permet de qualifier d'insurrectionnel ces marches-là. Parce que là aussi, je suis désolée, ce n'est pas comme ça qu'on qualifie. Il faut d'abord savoir quelle est la loi applicable. Avant même de qualifier, il faut savoir quelle est la loi applicable. Et le juge nous a déjà dit quelle loi il faut appliquer. Et il nous a même dit à la Cour suprême, c'est-à-dire dernier niveau, que les dispositions de l'article 2, ce qui sont contenus, les principes dans les traités, s'imposent. Il n'a pas dit qu'on a le choix. Alors, lorsqu'on est dans un état de droit, eh bien, on suit la hiérarchie des normes, on ne viole pas ce principe. Et en même temps, si on viole ce principe, eh bien, on va aussi violer les dispositions qui concernent la protection des libertés d'expression et d'opinion. J'ai le droit de dire que M. Biya doit partir. C'est une opinion. Ce n'est pas une insurrection. J'ai parfaitement le droit de le faire. Voilà. Parce qu'un juge doit motiver sa décision. Il ne doit pas permettre à ce qu'on viole les lois parce qu'on veut protéger le président. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que c'est un crime de lèse-majesté de prononcer le nom du président si un jour vous avez eu à dire que
le traitement qu'on inflige aux membres du MRC ou à M. Kamto sont des traitements inhumains, dégradants et de nature à violer les lois et les engagements internationaux du Cameroun. Dès que vous dites ça, vous êtes bon pour la mort, vous êtes catalogué, c'est mon cas d'ailleurs, vous êtes un ennemi. Et ce n'est pas du tout ça, c'est trop facile. C'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et c'est comme ça qu'ils sont allés arrêter les journalistes qui font leur travail. On va revenir sur ce point, maître. Et vous avez remarqué qu'il y a eu deux médias. Il y a Equinox, qui n'est absolument pas en odeur de sainteté auprès du gouvernement, parce qu'il dit la vérité, et ce n'est un secret pour personne. Et il y a RFI, dont vous vous souvenez certainement, qu'un membre influent du RDPC, très haut fonctionnaire au ministère de la Communication, a dit que si RFI s'est prononcé ou a couvert un événement d'une façon qui ne lui plaît pas, c'est parce que le journaliste était proche d'une... C'était une proximité, voilà, sociologique de M. Kamto. Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? C'est quoi ça? Merci. Merci, maître, pour ces clarifications faites donc sur cette polémique qui a enflé dans les réseaux sociaux, qualifiant d'insurrectionnelle la marche du 22 septembre dernier au Cameroun. Alors, maître, très concrètement, quels étaient les objectifs de cette marche et quelle est votre lecture de celle-ci aujourd'hui, sachant qu'un tour d'horizon fait dans la presse, on constate que celle-ci est tantôt un flop, selon qu'on soit un anti-MRC ou anti-Kamto, et que parfois elle est plutôt un succès, selon qu'on soit un pro-Kamto. Vous, qui n'êtes ni du MRC, ni du parti au pouvoir, quelle est votre opinion, votre lecture de ces marches et quels étaient les objectifs? Sont-ils atteints? Écoutez, il faut reconnaître que désormais, il y aura un avant 22 septembre 2020 et un après. Tout le monde a vu la peur qui s'est emparée du parti au pouvoir, enfin du pouvoir tout court, et le dispositif impressionnant qui a été mis en place pour empêcher la marche. Cette déferlante, à chaque fois que M. Kamto est dans la rue. C'est ainsi qu'on a procédé à des arrestations, à des enlèvements avant la date du 22. Et c'est ainsi qu'on a vu l'économie, la vie sociale paralysée, notamment dans la ville de Douala, à cause d'une telle annonce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on est honnête, que le MRC fait peur. M. Kamto fait peur à partir de sa capacité extraordinaire de mobilisation. Et c'est pour ça que dès le départ, on l'a arrêté, on l'a enfermé, on n'a pas voulu que... Parce que à chaque fois, c'est l'émeute quand il est dans la rue. Tout le monde le sait. Mais des deux côtés, il y a une effervescence au niveau des populations, mais il y a encore une double effervescence au niveau des autorités. Donc il y a un problème quand même. Ça veut dire que ce monsieur, le professeur Kamto, est un vrai problème pour le gouvernement. Ils ne savent pas comment le traiter. Alors ils sont prêts à couper les bras, les mains, etc., pourvu qu'il ne bouge pas. Or, moi personnellement, qui ai tout observé, j'ai vu et je suis fière que la peur a changé de camp. Je suis fière de tous ces jeunes qui, sachant, puisque la répression a été annoncée par le ministre de l'administration territoriale lui-même, il a annoncé une répression sauvage, des abeilles, enfin, tout ce qu'on lui connaît comme méthode barbare et brutale en ce qui concerne les populations quand ils veulent s'exprimer, on le sait. Eh bien, malgré cela, je vous assure que si on n'avait pas attrapé les gens, encerclé les maisons, procédé à des enlèvements des uns et des autres, eh bien, je pense que beaucoup de choses auraient été vues
et entendu. Donc les objectifs pour vous sont Alors, atteints. ils ont tout fait pour que les gens ne puissent pas circuler vers le lieu de rassemblement. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas me dire qu'ils ont que c'était un flop. Ça ne peut pas être un flop. Il y a un avant et un après. Deuxième enseignement, c'est que le monde entier a vu que les pauvres Camerounais vivent dans un régime de terreur incroyable. On se serait cru du temps de la Gestapo. C'était incroyable. Ce qu'on est devenu dans ce pays, ce qu'on fait des libertés, ce qu'on fait de la vie humaine même, la violence a atteint des niveaux incroyables. Et lorsque j'entendais les membres du RDPC à la télévision dire que l'État a le monopole de la violence légitime, je suis très inquiète parce que vous ne verrez nulle part dans la Constitution sur laquelle le président de la République a prêté serment que le président de la République a le droit d'exercer la violence sur ses populations. Par contre, vous allez retrouver le mot paix dans la Constitution. Oui. C'est même la devise du Cameroun. Donc, toutes les actions du président de la République qui ne tendent pas vers la pacification et la paix dans son pays, eh bien, constituent un danger dont il faut se méfier. D'accord. Ça veut dire que c'est un État, ça ne peut pas être un État de droit en tout cas. Et ça, c'est grave. Après 38 ans, on pourrait se rapprocher d'un État de droit au Cameroun. On va y arriver, maître. Effectivement. Qui respecte la vie de ses concitoyens. Alors, un État qui ne réagit pas par la violence, alors qu'il est question de pacifier et d'apporter la paix, non seulement au Nozo, mais dans toutes les autres régions du Cameroun. Oui, je profite d'ailleurs, maître, puisque vous parlez de paix, je profite d'ailleurs pour vous demander si pour vous, l'argument de l'impératif de paix, en ces temps où le Cameroun connaît des troubles au nord du Cameroun, bien sûr, à l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest, et puis même à l'est avec la Centrafrique, est-ce que ce n'est pas un argument recevable pour que vous compreniez la nécessité de ne pas se jeter dans des marches dont les conséquences et débordements sont parfois mal maîtrisés? Parce que c'est l'argument qu'avance le gouvernement contre ces marches également, la paix. Ça veut donc dire que la paix, c'est quand on peut se retrouver dans une situation de paix de cimetière. La paix, c'est quand vous avez étouffé tout le monde, en brutalisant, en enlevant, en arrêtant, en tapant, en tirant. Vous obtenez la paix, bien sûr. Une fois que vous avez tué tout le monde, le pays devient paisible. On n'entend pas de bruit. Hein? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour celui qui va tirer, qui a la possibilité de ne pas tirer, eh bien de choisir de ne pas tirer. Si c'est ça le prix à payer pour la paix. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le président de la République a toujours dit qu'il ne sait pas faire la paix avec ses concitoyens. Il est obligé d'aller mendier cette paix. Je vais savoir qu'est-ce que ça lui a rapporté d'aller mendier la paix. Apparemment, il n'a rien ramené dans son chapeau de mendiant, puisqu'on retrouve les mêmes réflexes de violence d'État et d'arbitraire. C'est un problème grave. Parce que même lorsqu'on vous dit d'aller voter, vous verrez que sur votre carte d'électeur, c'est marqué paix, travail, patrie. Ça veut dire que avant d'aller voter, le travail du président de la République consiste à pacifier tout le monde pour que le citoyen aille voter. Le mot paix est là. Je n'ai pas vu le mot violence. Alors, quel est ce pays qui ne sait traduire que dans une seule langue, celle de la violence d'État? Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Il me semblait que l'unité du Cameroun était aussi un impératif. Pour vous, c'est un argument irrecevable. Aux autres d'être des sécessionnistes. C'est-à-dire que tout le monde doit montrer, et notamment le gouvernement, le souci d'unité. Ça demande qu'il y ait un souci de dialogue permanent et de concertation, pas la dictature. Alors, maître toujours, dans ces marches-là, on reproche à ces organisateurs et à tous ces soutiens de mettre à l'abri leurs enfants, leurs descendants à l'étranger, et puis
de solliciter les enfants des autres au Cameroun pour se faire tuer. Est-ce que Ça, c'est pour un vous, argument facile. quelque Et chose... qui tue? Qui tue? Est-ce que le Ah, gouvernement est obligé de tuer? S'il se soucie tellement de ça, qui tue? Est-ce que ce sont les marcheurs qui tuent? Est-ce que c'est Kamto qui tue? Ou c'est lui qui risque d'être tué? Alors qu'on dise à la personne qui veut tuer, qui veut faire des marches, une boucherie, de ne pas le faire. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il a même le devoir de ne pas le faire. Alors quand on dit qu'on envoie on envoie nos enfants à droite et à gauche, mais en face, je peux dire la même chose. Hein? Ah oui. Pourquoi ne pas essayer de travailler pour faire du Cameroun un pays de paix où il fait bon vivre pour tout le monde, où personne n'a besoin même de marcher, ou s'il le marche, il sait que c'est pour exprimer quelque chose et à la fin de la journée, il rentre chez lui. Pourquoi pas? Est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est une façon trop simpliste, à mon avis, de penser que ça va suffire pour arrêter les marches. De toute façon, j'ai entendu le professeur Kamto dire, voilà, ok, moi je suis le parent de mes enfants. Je suis ici pour me battre pour les libertés et pour les droits de tout le monde. Venez, vous les parents. Laissez vos enfants effectivement en France, partout. Mais venez, parce qu'il y a quand même un problème au Cameroun. Tout le monde le sait. Il y a un problème qui s'apparente à un cancer, qui est en train d'être très dangereux, parce que les métastases sont dans tous les secteurs. Tout est menacé. Les valeurs de la République, les valeurs de l'État de droit, les valeurs de la démocratie. Je parle sans compter l'impact économique. J'écoute tout le temps le président du JICAM sonner l'alarme en disant « Attention, le secteur privé va mourir ». Personne ne répond à ça. Oh, c'est ça le problème. Nous voilà à la veille de la rentrée scolaire, personne ne nous dit qu'est-ce qui a été fait pour que les écoles reprennent tranquillement et en toute sécurité. Mais on s'excite à sortir l'argent du contribuable pour donner des cartouches pour aller tuer d'autres Camerounais parce qu'ils veulent marcher. Vous ne trouvez pas que c'est le monde à l'envers quand même? Que s'il y a un danger là? Mais vous pensez vraiment que c'est à vous, les parents, qu'est dévolue la mission de préparer le Cameroun de demain pour les enfants? Parce qu'on vous a également vu dans une vidéo hein, où vous abondiez dans ce sens-là, le même sens que le professeur Maurice Kamto, de dire nous marcherons pour nos enfants. Vous aussi, vous l'avez dit hein, dans une marche que vous faites pendant votre sport. Bien vous sûr. pensez vraiment que c'est à vous de mener le combat et pas nous, vos enfants, par exemple? Écoutez, mes enfants, vous avez quelqu'un qui vous a donné rendez-vous pour l'émergence en 2035, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous savez bien qu'il ne sera pas là. Sauf miracle. Oui. Il ne sera pas là en 2035. Et si vous n'émergez pas, vous faites quoi? Vous immergez, vous noyez, hein? Tout à fait, oui. Alors c'est tout à fait normal que vous preniez votre destin en main maintenant. Et c'est ce que vous avez démontré le 22. Il faut qu'on vous accompagne pour ce rendez-vous de l'émergence de quelqu'un qui probablement va vous poser un lapin. Donc c'est une bonne chose. C'est pour ça que je trouve que c'était très positif. J'ai vu des jeunes déterminés, prêts à se prendre en charge, prêts à défendre leurs droits et leurs libertés pour justement que ce rendez-vous de 2035 ne soit pas un naufrage complet. D'accord. Alors, maître, si on peut faire un bilan de ces marches, hein, on note des arrestations massives des compatriotes, on note également des détentions à cette date de certains membres du directoire du MRC. Et on peut également prendre en compte une information qui nous a été envoyée par vos confrères, notamment, je crois que c'est le collectif des avocats de feu maître Sylvain Swop. Dans ce document qui nous a été adressé, on peut dénoter 593 personnes aujourd'hui qui sont toujours détenues. Et la région du littoral a, n'est-ce pas, la Palme d'Or avec 383 personnes détenues. Vous qui avez donné toutes ces années durant votre énergie, votre temps pour combattre les violences policières, quel regard posez-vous sur cette situation aujourd'hui en 2020?
Je suis très triste parce que le Cameroun est maître dans l'art un refus délibéré d'avancer et de nous faire avancer et progresser dans ce pays. Chaque décision tend à rétrécir, tend à soustraire, tend à diviser pour que jamais il y ait une union pour faire la force. C'est ça qui me désole le plus. C'est ça qui fait que je ne peux plus me taire. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Le peu qu'on avait, c'était un Cameroun uni, un Cameroun qui a des talents, qui brille dans tout le monde entier, sauf chez lui. Ici, il y a un délit d'entreprendre. Il y a un délit d'être heureux si vous n'êtes pas de l'autre côté. Comment est-ce qu'on peut laisser des choses comme ça? C'est pas possible. Mais on va tout droit dans le chaos, sinon qu'on y est déjà. Mais tout ça, la faute, c'est quoi? C'est l'absence totale de séparation des pouvoirs. Ces valeurs de la République, ces valeurs de la démocratie. Parce qu'on trouvera toujours des juges qui vont condamner, en dépit du bon sens, à qui on va donner des instructions pour condamner. Oui, mais alors, et après, quand on aura terminé le génocide et qu'on va attaquer le génocide, qu'est-ce qui va rester à ce pauvre pays qui est le nôtre? Qu'est-ce qu'on va laisser aux jeunes demain? Pourquoi est-ce que le régime de Biya est-il si incapable d'unir les Camerounais, de respecter leur dignité, de les encourager à aller être les premiers partout, en commençant par chez eux? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise que des paradigmes ou des contre-valeurs pour gérer les Camerounais entre eux? Ce tribalisme qui n'a pas de sens, là. D'accord. Maître, Qui instaure la détestation et la haine. maître, vous êtes là dans... C'est un crime contre l'unité nationale. Et il ne faut pas que le président oublie que c'est lui le garant de l'unité nationale. Maître, vous Eh avez bien, le touché. gouvernement ne nous montre pas à quel moment il garantit cette unité nationale. Hein. Au contraire, on a des dossiers maintenant suffisamment étoffés pour montrer que c'est lui qui assassine l'unité nationale. Les Camerounais ne doivent pas travailler ensemble et à s'aimer, comme ils l'ont fait dans le passé, avant lui. Maître, vous pensez effectivement, là vous avez totalement répondu à la question qui allait être la suivante, mais moi je voudrais la reformuler. Vous pensez vraiment que le seul responsable de ce qu'on a pu constater pendant ces marches, notamment cette escalade haineuse, tribale, assez inquiétante entre Camerounais, vous pensez vraiment que le seul responsable c'est M. Biya et son régime? Bien sûr, il n'y a pas deux responsables. C'est lui qui est le garant de l'unité. Il faut qu'à la fin, il nous montre son bilan. Est-ce que sous son règne, les Camerounais sont unis? Je ne suis pas sûre. C'est lui qui est le chef suprême des armées, qui peut dire tirez ou ne tirez pas. C'est lui qui a le pouvoir de faire fonctionner la justice, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il a tout. Alors, où est-ce que vous allez chercher un autre responsable que lui-même? Vous voyez bien comment ses collaborateurs, les ministres et tout le monde tremblent lorsqu'il dit, lorsqu'on vous prononcez le nom de M. Biya pour autre chose que pour lui faire des salamalek. Mais ils sont malheureux comme tout. C'est élevés comme des pitbulls. Peuvent vous anéantir. Et lorsqu'ils font des choses, un membre du gouvernement fait quelque chose de bien, il va dire que c'est grâce à Biya. Pourquoi quand il fait mal, on va dire que c'est grâce à quelqu'un d'autre? C'est eux qui le disent. C'est toujours la magnanimité du chef de l'État qui les fait agir. C'est toujours les hautes instructions du président de la République. C'est lui qui a centralisé tous les pouvoirs à son niveau et sur sa personne. Alors, à un moment donné, il faudrait qu'on assume ça. Je veux aller dire à quel ministre peut prendre une initiative aujourd'hui? Et vous entendez parler du Premier ministre? Il est là pourquoi? Eh oui, mais vous entendez parler du MINAT, de monsieur le ministre de l'administration territoriale. Vous voyez? Parce que lui, il est un bon pitbull. Alors, Je ne sais pas savoir. Maître Liscom, Donc, vous voyez, quand l'État est organisé de cette façon-là, c'est sûr, c'est le chaos, hein, garanti.
D'accord. Mais Maître Alikom, je voudrais quand même vous faire part de l'autre opinion camerounaise sur cette situation assez inquiétante comme ça, de la haine entre Camerounais, qui laisse entendre que M. Kemto est aussi comptable de la situation de haine entre les Camerounais, entre les Camerounais depuis les dernières élections. Quel est votre avis là-dessus? Mais nous vivons M. Kamto tous les jours. Hein. De mon observatoire où je suis, je ne vois pas en quoi on peut reprocher le moindre relent de tribalisme à M. Kamto. D'abord, il faut savoir que M. Kamto a passé son adolescence ici à Douala. J'ai des jeunes gens de son époque, de la même génération, qui disent qu'il était toujours dans une bande où il était d'ailleurs le seul Bamileke. Dans son enfance, dans son adolescence ici, à la cité, M. Kamto n'a jamais été avec des autres Camerounais de différentes ethnies. J'ai des témoignages de gens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui me parlent d'une époque que moi je n'ai pas connue parce que je n'avais pas je n'étais pas proche de lui. M. Kamto, il est tribaliste comment? En quoi il est tribaliste? Par contre, en face, je peux vous dire qu'on peut trouver des éléments de tribalisme dans le système de M. Biya. Ils sont là, un tribalisme d'État, c'est grave. M. Kamto, quel intérêt il a à être... M. Kamto, quand les gens vont marcher, il ne leur donne pas 5 000 francs hein, à chacun. Donc, vous avez que le régime de M. Biya, et c'est ça que je lui reproche le plus, ces deux béquilles, c'est la corruption, l'achat des consciences, l'absence totale de morale dans la vie publique et le tribalisme. Et vous avez des faits par milliers qui corroborent cette situation. Et moi, je voudrais lui demander d'arrêter ça. Il va nous laisser un pays complètement déchiqueté. Et l'exemple du Rwanda est là, on ne tire pas les leçons. Comment une personne avec qui vous avez été hier, comme M. Kamto, il a été avec le président, ils ont défendu Bakassi ensemble, il a eu à apprécier ses qualités, et d'où bien qu'aujourd'hui, parce qu'il n'est plus dans le gouvernement, tout ce qu'il a fait pour la patrie, et qui montre sans équivoque son amour infini pour le pays, soit oublié. C'est bien maintenant, on dit qu'il est tribaliste, qu'il n'a même pas la capacité en droit. Attendez, il faut arrêter ça. M. Kamto est un patriote. Moi, je l'ai vu faire sa campagne électorale et je suis sûr que s'il est aujourd'hui président de la République, nous aurons quelqu'un qui travaille pour nous et pour le développement du pays. Voilà. Ok. Maître, on est donc dans cette émission, dans ce que nous appelons le Point Diaf TV, une émission qui fait simplement le point d'une actualité assez brûlante. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Je voudrais vous poser une dernière question. Quand on s'appelle Maître Alice Com, avec, n'est-ce pas, votre vécu, avec vos combats, est-ce qu'on est toujours optimiste sur l'avènement d'un état de droit, l'implantation d'une démocratie à peu près normale au Cameroun? Oui, tout dépend de celui qui sera élu prochainement sur la base d'un code électoral consensuel et qui ne va pas confisquer tous les pouvoirs entre ses mains et qui va avoir une autre vision que celle de M. Biya actuellement, où la vision, c'est son pouvoir, c'est rester au pouvoir, et puis vous, le reste, vous pouvez crever. Ce n'est pas son problème. Nous voulons avoir quelqu'un qui s'occupe un peu des Camerounais. Regardez ce qui s'est passé pour le coronavirus. On a été jusqu'à empêcher une solidarité entre Camerounais parce que l'origine de la solidarité, c'était M. Kamto. Vous ne trouvez pas que ça devient de la folie? Vous ne pensez pas? Il nous faut quelqu'un qui ne pense pas comme ça, qui ne met pas sa petite personne en avant, qui pense Cameroun, qui pense intérêt et prestige et dignité du Camerounais, au besoin même qui peut s'oublier pour ça. Une fois qu'on aura cette personne, oui, pourquoi pas, un autre Cameroun est possible. Et c'est le sens de ces marches c'est pour ça que je les soutiens, parce que je crois que après le 22 septembre et les jours qui vont suivre, plus rien ne sera plus comme avant. Parce que j'ai vu cette détermination chez nos enfants. Je les encourage à défendre leurs droits, à défendre nos libertés communes
jusqu'à instaurer ici des élections qui vont dégager des personnes qui se seront réellement engagées vis-à-vis du bien-être et de la sécurité de tout le monde sur des bases de la non-discrimination, quelle que soit la race, la tribu, telle que prescrite par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont nos lois. Merci, merci maître, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette dernière question pour conclure cette émission. Les listes électorales, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, ont un sens au regard des échéances électorales à venir? Vous savez, les élections... Quand je parle il parle des inscriptions aux listes électorales, bien sûr. Vous parlez des inscriptions? Aux listes électorales. Vous parlez de quelles élections? Le mois de décembre? Des inscriptions aux listes électorales. Non, des échéances à venir. Non. Pas forcément les régionales. Pas les régionales. Il faut s'inscrire. Il faut jamais s'arrêter de s'inscrire. Parce que c'est là que se situe le pouvoir souverain du peuple. Le peuple doit être capable, et collectivement et massivement, de dire nous choisissons celui-ci pour gérer notre pays et nos personnes et nos biens. Sans que quelqu'un vienne par la voie des fraudes, d'achat des consciences, la corruption, comme on l'a fait jusque-là. Il n'y a pas une seule élection qui n'obéisse pas à ça, à ces fraudes qui entachent une élection, c'est-à-dire une expression franche, sincère de la population. Vous voyez bien que c'est par là que viennent tous les maux que nous avons aujourd'hui. Parce que le président a réussi à arracher le pouvoir du peuple. Dès le départ, à travers des élections, après un montage où seule la fraude peut permettre de réussir et d'éliminer les autres. Les gens vous disent, oui, avec ce code électoral, on pourra. Vous voyez, Rundi avait battu, il avait gagné les élections de 90, mais il n'a jamais été président. Comment est-ce que tout le monde a intériorisé que Rundi avait gagné les élections et on ne s'étonne pas qu'il ne soit jamais président? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que même aujourd'hui, même si vous battez en chiffres le président de la République ou son parti, vous ne serez pas président pour autant. Vous allez être coincé à ELECAM et coincé au Conseil constitutionnel. On ne dira jamais que c'est vous qui avez gagné. C'est pour ça qu'il faut libérer le pouvoir du peuple souverain, l'arracher et le lui redonner pour qu'il puisse s'exprimer librement, pour qu'il y ait des élections crédibles au Cameroun. Ça, c'est la base. Tant que ce n'est pas fait, tout le reste, c'est du pipeau. Vous avez bien vu. Donc, vous dites, oui, il y a des slogans comme la politique de la chaise vide. Mais c'est ça qui a tué le... Une fois que vous avez envoyé des députés à Yaoundé, c'est fini pour le parti. Vous êtes peut-être là avec le vert ou jaune, l'écharpe. Mais les jours de votre parti sont comptés. Parce qu'ils vont tout faire, puisque c'est eux qui attribuent le nombre de sièges. Il ne faut pas se le cacher. Ils vont vous donner un tel petit nombre et vous serez dedans, vous le chef. Et ça va vous mettre mal avec votre parti. Et au bout d'un certain temps, vous aurez peut-être 3 sièges. Merci, merci, maître. Tous les partis qui ont raisonné comme ça ont tué leur parti. Parce qu'ils sont partis de 20 sièges à parfois 2 sièges à la longue. Parce que, merci, merci, maître, pour ces éclairages et surtout, merci de vous être un tout petit peu dérangé cet après-midi pour que nous ayons ce direct avec vous depuis Douala. Merci beaucoup à tous ceux qui... Je considère que vous m'avez donné l'occasion de faire mon devoir. Parce que ce que je fais là, c'est un devoir qui devrait être un devoir pour chacun d'entre nous, pour le bien de notre pays commun. Il faut arrêter ce qu'on... On est sur le wrong way jusque-là, la façon dont le pays est dirigé. Nous sommes sur une mauvaise voie. Elle n'a pas d'issue. Si. Le cimetière. D'accord. Merci, c'est noté. Alors, merci également à Abou, de l'autre côté de Douala, qui nous a accompagnés techniquement, afin que notre invité soit dans les conditions optimales pour ce direct sur Diaf TV. Chers web téléspectatrices, chers web téléspectateurs, c'était donc Maître Alice Com, lauréate du prix Amnesty pour les droits de l'homme en 2013 et également de notre prix en 2018. Je crois que c'était le prix pour les libertés avec son confrère tunisien. C'est bien ça? Oui, mais j'ai aussi eu le prix panafricain des défenseurs des droits de l'homme.
Ah d'accord, je vais donc mettre à jour mes notes sur tous vos prix. Merci, cette émission est actuellement terminée. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Au revoir. Au revoir. Na bala bola ye bolo, noti mula bo.